Bonjour Myriana. Oui, bonjour Cécile. Oh, je suis tellement ravie et c'est un plaisir encore et toujours d'être avec la personne que j'interviewe et aujourd'hui c'est toi. Alors merci d'être là avec moi. C'est très gentil à toi. Merci de me proposer de présenter un peu ce qui m'anime. Et merci pour la création de ce projet que tu as, Soul Ephemeris. Je trouve très inspirant. Donc voilà. Ben, super. Je te retourne le remerciement. C'est adorable en tout cas de me proposer ça. Oui, mais justement, moi, c'est vraiment le motif. Là, c'est l'inspiration. Donc, merci. Si tu le ressens, ben, je suis ravie parce que c'est vraiment ça. C'est inspirer les gens à travers mes praticiens invités. Et justement, plus ils sont eux-mêmes et mieux c'est parce que chacun retrouve de l'humain en chacun. Et donc, voilà, vraiment dans ta participation. Waouh. Alors, je commence par ma première question. Comment ta ou tes méthodes se sont invitées dans ta vie? Alors, méthode, je ne sais pas si je peux appeler ça méthode, mais simplement, tu sais un peu ce que je t'ai raconté de ma vie. En fait, c'est la vie naturellement qui m'a amenée vers mon activité actuelle. Donc, j'utilise les Yiking ou Yijing, qui veut dire les classiques des changements, qui est lié à un texte très très ancien chinois. Si on va dans une librairie, on va trouver dans des parties parfois spiritualité, parfois religion, parfois ésotérisme, toujours 1, 2 ou 5 livres de Yiking, des différentes couleurs. Donc, je pense que beaucoup de personnes connaissent ces livres ou qu'ils en ont un chez eux. Et il y en a qui n'ont jamais entendu parler. Donc, c'est un livre que moi-même, j'avais absolument pas dans mon éducation, j'avais jamais rencontré. Et c'est la vie qui m'a amenée en fait vers cette sagesse, si on veut l'appeler comme ça. Et en fait, j'étais pas du tout dans ce travail-là. J'étais avant comme tu sais, dans l'architecture. J'avais fait des études d'architecture avec la spécialisation en architecture intérieure. Et donc, j'ai travaillé dans ce domaine et les travails, comment ça s'est présenté, ne me correspondaient pas ou correspondaient de moins en moins à ce que moi j'avais envie d'en faire. Ça devenait vraiment plutôt de la commerce que de la création. Et en même temps, il y a un événement majeur qui est tombé juste au bon moment. J'ai eu mon fils. Et donc, pendant la période où je m'occupais de mon fils tout petit, j'ai eu beaucoup de prises de conscience aussi sur l'éducation, sur la manière d'éduquer. J'avais pas envie vraiment qu'il soit mis dans une moule. Je n'avais pas envie de le mettre dans une crèche à 2 mois. Donc, tout ce qui est lié à la maternité m'a questionné, à l'éducation alternative, Montessori, ce qui m'a amené naturellement aussi vers l'alimentation naturelle, vers les soins naturels, vers la compréhension de l'humain. Et lentement, en fait, je me suis dit que j'aimerais bien en savoir plus. Et pour moi, les ponts naturels entre mon activité d'avant, ce qui était l'architecture d'intérieur, et quelque part le bien-être et la santé, c'était le Feng Shui. Oui. Et en fait, voilà, le Feng Shui qui fait partie de la tradition chinoise et qui s'occupe de l'habitat. Je pense que beaucoup connaissent le Feng Shui. Et à l'époque, en fait, donc, j'ai appris une partie du Feng Shui traditionnel chinois. Mais je ne suis pas restée là, en fait, c'était le début. Et il y a dans le Feng Shui, je ne sais pas si tu le sais, il y a une roue.
Et cette roue est liée au Yi-King. À l'époque, je ne savais pas exactement ce que c'était les Yi-King, en fait. Les Bagua, on l'appelle les Bagua. Et en fait, un jour, j'étais invitée dans une journée porte ouverte d'un lieu dans les Alpes-Maritimes. Et je vais dans ces lieux, dans les jardins, et je vois cette roue immense devant moi. Et je vois un monsieur qui raconte des histoires passionnantes. Et je l'écoute, un monsieur barbu, sous cette roue, et c'était Claude Pipiton. Et à l'époque, en fait, j'ai commencé à me passionner pour tout ce qui était plantes, huiles essentielles. Et justement, il était en train de parler des huiles essentielles et l'huile essentielle de la lavande notamment. Et il était sous cette roue. Et du coup, naturellement, je suis allée tout droit vers la roue et je l'écoutais. Et puisque j'avais envie de me former au niveau aromathérapie, je me suis inscrite à ces cours et c'est comme ça que toute l'aventure a commencé. D'accord. En fait, j'ai fini par faire, si tu veux, toutes les formations qu'il proposait au niveau des plantes, huiles essentielles, phytothérapie, fleurs de bar, psychogénéalogie, voilà, tout décodage biologique, etc. Et on a eu l'occasion vraiment de faire connaissance. J'étais souvent les week-ends avec ma petite famille chez lui en montagne, chez lui et sa femme. Et en fait, puisqu'il savait que je faisais du graphisme, il m'a proposé de collaborer avec lui par rapport à son livre qu'il était en train d'écrire, livre du Yi-King, pour faire justement les graphismes. Okay. Et donc, j'ai accepté et j'ai fini par être plongée dans ces livres que je ne connaissais pas du tout pendant des mois et des mois, dans les signes très mystérieux, des pictogrammes anciens qui sont la base de l'écriture chinoise, que je les ai tous redessinés. C'est donc des dessins préhistoriques. Puis, en fait, toute la roue du Yi-King très complexe, très riche. J'ai tout donc travaillé, dessiné, etc., sans vraiment savoir ce que c'était. Et il m'a proposé à la suite de ce travail d'apprendre les Yi-King. Donc, je l'ai appris. Et à l'époque, en fait, j'ai donné déjà des consultations plutôt liées à la naturopathie, au bien-être, à la compréhension des soi, de ses problèmes de santé. J'ai donné des conseils au niveau des plantes, huiles essentielles, etc. Et en fait, c'est avec ce travail du Yi-King que mes consultations ont commencé à se transformer totalement. Et lentement, les Yi-King s'imposaient naturellement et tout le reste est devenu secondaire. Et il y a une formule qui s'est installée naturellement, une formule d'une consultation de 4 heures des Yi-King. Et là, ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Ça fait plus de 10 ans que je propose des consultations en Yi-King sur 4 heures. Et en fait, ce n'est pas, pour ceux qui connaissent peut-être les Yi-King, ce n'est pas spécialement des tirages, même si je peux proposer ça aussi. Les Yi-King peuvent s'utiliser un peu comme on les connaît pour les tarots en Occident, comme un outil où on pose une question et les Yi-King nous donnent une réponse par un tirage. En fait, ce n'est pas de cette manière-là, surtout que je l'utilise, mais je me sers de la date de naissance de la personne. Et cette date de naissance permet d'établir une boussole. Et cette boussole-là permet vraiment d'avoir en face de soi son orientation naturelle dans la vie. Et voilà, donc c'est ça que j'utilise. Je sais pas si je l'élabore maintenant, ça donnerait une conférence d'1 heure sur les Yi-King. Oui. Voilà, c'est vraiment la méthode qui s'est développée lentement avec les temps. Et avec les temps aussi, j'ai commencé à donner des formations parce que Claude Pipiton est décédé et certaines personnes ont commencé à me demander si je veux le former. Et lentement, c'était d'abord des ateliers. Maintenant, j'ai des petites classes de formation Yi-King
avec cette méthode entre guillemets des dates de naissance, qui est en fait assez riche parce qu'on a 64 archétypes, 64 hexagrammes qu'on travaille un par un, et tous ces archétypes nous concernent en fait, de l'humanité, des situations, de la vie, etc. Après, on pourrait en dire énormément parce que tout ça est lié au taoïsme. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, peut-être que ça dépasserait les cadres oui. ici. Oui, et puis on voilà. sait aussi que voilà, il y aura le deuxième podcast et que là, par contre, tu pourras sûrement plus, voilà. Mais franchement, tu as très bien expliqué le déroulé et comment ça s'est invité dans ta vie et comment c'est devenu en fait le cœur de ta pratique. Mais je sais que tu as aussi une autre pratique que tu proposes, donc je te laisse parler sur le sur le. Tout à fait. Alors cette autre pratique est liée au yoga. Donc ça aussi, ça a son histoire, parce que j'ai découvert les yogas quand j'étais encore dans des bureaux d'architecture, et j'ai participé à un cours un soir avec une amie, et sans rien connaître, sans rien savoir sur ce que c'était. Et cette pratique de ce soir-là m'a tellement fait du bien que j'avais envie de continuer. C'était à Paris, c'était dans les années 2000, et à l'époque, c'était le centre Shivananda de Paris. Et en fait, puisque j'avais commencé avec ça, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de yogas et plein de noms pour les yogas différents. Et donc, à chaque fois où que j'étais, j'ai cherché les yogas Shivananda parce que ça me correspondait en fait à l'époque. Et à un moment donné, j'ai vécu à Montpellier et j'ai cherché à pratiquer les yogas encore et je ne trouvais pas. Donc, je trouve sur Internet juste un nom et les mots Shivananda et rien, aucun site, rien, pas de photo. J'appelle la personne et je demande si je pouvais venir essayer ses cours. Donc j'y vais, et c'était au nord de Montpellier, et c'était vraiment là la découverte véritable de cette pratique, parce que c'était un homme très profond qui avait une présence incroyable, et c'est ça qui m'a donné vraiment envie de pratiquer régulièrement, à tel point qu'après mon travail, même si j'étais à 1 heure de cet endroit, je faisais la route 2 à 3 fois par semaine pour aller participer à ces cours. Et je commençais lentement à avoir ma propre pratique aussi. Et donc voilà, c'est comme ça que le yoga est entré dans ma vie. Plus tard, en fait, j'habitais dans les Alpes-Maritimes, j'habite toujours juste à côté. Et j'ai cherché encore ces yogas-là. Je suis allée dans plusieurs cours de différentes personnes. Et j'ai fini par vouloir aller plus loin et faire une formation, pas spécialement peut-être pour l'enseigner, mais simplement pour aller plus loin dans la pratique. Et donc j'ai cherché vraiment à entrer dans la tradition, dans quelque chose d'authentique. Et voilà, j'ai commencé une formation, mais qui ne me correspondait pas. Parce que je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait beaucoup de volontarisme, il y avait cette philosophie d'effort pour arriver quelque part. Et ce n'est pas ce que j'entendais par cette pratique, et ce n'est pas ce que j'avais vraiment vécu dans la pratique que j'avais pu expérimenter à Montpellier. Donc, j'ai arrêté cette formation, et c'est là que j'ai rencontré Éric Paré. Éric Paré, qui est pour moi un grand yogi. Et c'est vraiment un phare dans notre région du monde. Heureusement que des personnes comme ça existent encore. Donc, je l'ai rencontré, et au départ, seulement par ses partages et par ses livres.
j'ai commencé à lire tous ses livres et j'ai découvert que lui-même, son maître était Jean Klein. Et Jean Klein était vraiment un sage qui a mené cette pratique de l'Inde dans les années 60 en Europe, puis ça s'est développé un peu peut-être en Californie aussi, et au Canada peut-être aussi après grâce à Éric Paré. Et donc j'ai lu tous ces livres de Jean Klein, d'Éric Paré, et un jour j'ose aller dans un stage d'Éric Paré à Marseille, et je découvre comme ça vraiment une pratique qui me touche profondément, vraiment au-delà de toutes mes attentes. Toutes mes attentes, c'était vraiment... ça n'avait rien à voir avec ce yoga d'effort que j'ai pu expérimenter plus tard. Et avec le temps, j'ai découvert vraiment que c'était basé sur une autre tradition quelque part, très authentique. Ce n'est pas basé sur le texte qu'on utilise dans les yogas un peu volontaristes qu'on peut connaître, qui peut être très bien aussi selon la personne qui l'enseigne et sa compréhension. Ce n'est pas donc le yoga qui est basé sur le texte des Yoga Sutras de Patanjali, mais c'est un yoga qui est basé sur les textes kashmiriens. Et souvent des textes écrits par Abhinavagupta. Je ne vais pas aller très loin avec tout ça, mais ce dont il s'agit ici, en fait, ce n'est pas de faire des efforts pour arriver quelque part, mais de se rendre compte qu'on est nulle part où on doit aller. On est déjà là où on doit être. Qu'est-ce qui m'empêche de le voir? Et donc, ce n'est pas des étapes d'efforts ascétiques, mais simplement l'écoute qui est mise au centre dans cette pratique. On va pratiquer et le corps entier devient un organe d'écoute et on est dans le respect absolu de nos limites. On va jamais dépasser nos limites. On s'arrête toujours avant le moment où les corps commencent à se manifester, à devenir une fixation. Et on laisse de l'espace, de l'écoute exactement à cet endroit-là. Voilà, je pourrais là, peut-être pour le prochain podcast, en parler un peu plus. Mais voilà, cette pratique, c'est donc de cette manière-là invitée dans ma vie. Et avec le temps, j'ai commencé vraiment à l'adopter dans mon quotidien. Et je rencontrais vraiment, autant que je pouvais, autant que c'était possible, Éric Paré, ou en séminaire ou en direct. Et un jour, il m'a dit tu veux pas enseigner? Et je n'avais pas spécialement envisagé ça, mais ça a commencé à se proposer avec quelques amis. Et avec le temps, voilà, des choses qui se sont mises en place à Nice, plus tard à Valbonne, en tout cas dans les Alpes-Maritimes. Et voilà, il y a une régularité qui s'est installée et aujourd'hui je l'enseigne en mode atelier, surtout dans les Alpes-Maritimes pour l'instant, peut-être aussi dans le Var. Et voilà, c'est ma deuxième pratique, si tu veux, qui s'est installée d'une manière régulière. Mmh. Alors que avant, j'étais pas du tout là-dedans non plus. Oui, je pourrais rajouter, moi, pour l'avoir essayé avec toi, que c'est donc un yoga très méditatif. Le yoga du Cachemire, c'est vraiment un yoga très méditatif. Tu l'as très bien expliqué, puisqu'on est à l'écoute de son corps. Mais voilà, on sort effectivement complètement d'une démarche volontariste, comme tu disais, dans un autre yoga. Mais effectivement, il faut des yogas pour tout le monde. Donc, pour les gens méditatifs, moi, je le conseille. Après, oui, ça peut donner l'impression que c'est une pratique où on est toujours assis dans l'écoute, mais bien sûr, on est beaucoup assis aussi, mais ce sont des véritables postures de yoga. Ça dépend des situations, en fait. Ça peut être des postures debout, ça peut être des postures allongées, des postures assises. C'est des mouvements qu'on connaît souvent dans les yogas. Donc, c'est vraiment basé sur les postures de yoga que beaucoup connaissent déjà, mais c'est pratiqué autrement, à partir d'une autre manière
d'aller dans le mouvement à partir du silence. Oui. Voilà. Oui, oui. Mais bien sûr que dans les autres yogas, ça peut exister aussi. Mais voilà, on peut avoir encore une démarche où on va un peu peut-être plus loin pour être plus souple, pour avoir encore plus de peut-être éventuellement des performances, etc. Et ça, c'est absent dans les yogas du Cachemire. Oui, oui, oui. Bravo, merci Myriana. Là, on voit, on a bien ressenti ce que tu proposais, comment tu le proposais. Je pense que, enfin moi, peut-être la question qui m'a manqué, c'était justement les personnes, comment elles reçoivent le yiking. Mais je pense vraiment que ça fera partie du deuxième podcast. Parce que c'est très intéressant justement cet hexagramme de naissance dont découlent 4 autres et qui vraiment se manifeste dans la vie de chacun d'une façon très 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 différente et quel est l'apport justement de faire une séance avec toi pour rencontrer son hexagramme de naissance. Voilà. Mais je pense vraiment que ça sera, moi j'en reparlerai je pense dans le deuxième podcast de toute façon puisque oui, j'ai pu expérimenter. Sûr, sinon on va parler pendant 2 heures ici. On est d'accord. Écoute, alors je passe à la seconde question qui est quel est ou quel fut ton plus grand défi? Alors, c'est une question intéressante parce que oui, quand j'entends le mot défi, il y a un arrêt qui s'est fait. Et en fait, ça éveille en moi comme une forme de lutte. Et en fait, j'ai l'impression que si je pense en ce mode-là, je ne peux pas dire que j'ai eu des défis, en fait. C'est comme si on allait lutter contre quelque chose. Et disons que la résonance qui est actuellement présente en moi ne me permet pas de voir les choses en termes de défis, mais peut-être plutôt des difficultés que j'ai pu traverser, que tout le monde traverse en sa vie si on veut, et qui vont peut-être se présenter encore dans la vie. Et peut-être plutôt, ce que je pourrais dire, c'est vraiment, je pourrais remplacer ces mots par le mot accueil. Plutôt accueillir ce qui est là, tel que ça se présente, au mieux possible. Se laisser traverser peut-être aussi simplement par ce qui fait mal ou ce qui est joyeux, tout simplement, être totalement vivant. Et sinon, si j'utilise les mots défi, j'ai l'impression que la vie entière, en fait, était une suite de défis. Tu connais un peu mon histoire. Et ça, c'est une aventure et ça s'est jamais arrêté. Ça continue probablement. Et voilà, donc en mode défi, oui, je peux dire peut-être que j'ai été exilée souvent, que j'ai pu me sentir souvent étrangère. D'ailleurs, je dois avoir un accent. Moi, je n'entends pas mon propre accent, mais on me dit souvent que j'ai un accent. Et d'ailleurs, j'ai un accent dans toutes les langues que je parle. Donc, j'ai un accent à moi. Donc, c'est rigolo. Mais aujourd'hui, en fait, ce n'est plus un problème pour moi. À une époque, quand j'étais plus jeune, je pouvais me sentir étrangère partout un peu, non intégrée, et avec une envie incroyable d'être intégrée, d'appartenir. Et aujourd'hui, ce n'est plus un sujet en fait. Vraiment, c'est disparu complet. C'est vraiment, voilà, c'est être partout
Oui. partout bien, chez soi, où que ce soit. Oui, ça a été remplacé par l'accueil. Voilà. Avec un grand A. Exactement, exactement, c'est ça. Merveilleux. Merci Myriana. Alors justement, ça introduit peut-être un petit peu la question suivante, parce que justement, on a toujours besoin d'inspiration pour s'aventurer dans notre vie. Oui, bien sûr. Et dis-moi alors, quelles sont les personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore, personne ou autre chose? Qu'est-ce qui t'inspire? Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est peut-être pas une personne, mais la poésie. La poésie qui m'a toujours accompagnée. Parce que les pays où j'ai grandi, c'est vraiment un pays de poètes. C'est omniprésent dans la vie quotidienne. Les gens là-bas, c'est l'Iran, sont tous quelque part imprégnés de poésie où qu'on aille. Où qu'on aille, quelqu'un sait réciter quelque chose et quelqu'un d'autre sait lui répondre. Tout simplement, vraiment, la poésie est tout le temps là. Ça peut être dans le taxi, ça peut être dans le bazar, ça peut être partout en fait. Et tout le monde grandit avec cette poésie, si on veut. Wow. Et en fait, je me suis rendu compte que plus tard, à quel point ça m'avait imprégné dans mon enfance. Parce que tout naturellement, j'ai toujours cherché la poésie et tout naturellement, ça m'a touché profondément. Une poésie, pas n'importe quelle poésie, mais une poésie qui pointe, poésie qui pointe vers une immensité, vers quelque chose qui nous dépasse. Et ça, on retrouve souvent dans la poésie persane soufie. Mais bien sûr, il y en a aussi en langue française des personnes qui ont un langage poétique qui pointe incroyablement vers quelque chose d'immense, vers un pressentiment. Et par exemple, dans les côtés contemporains en France, si tu connais certainement, il y a Christian Bobin. Oui. Christian Bobin, qui avec un langage simple décrit magnifiquement la beauté de la vie telle qu'elle est en fait, et qui pointe en permanence, surtout dans ses derniers écrits avant qu'il parte, et qu'il rejoigne l'éternité, si on veut dire. Oui. Et voilà, et sinon, vraiment, les poètes persans m'ont inspiré et m'inspirent encore aujourd'hui, surtout Rumi, que beaucoup connaissent certainement. En persan, on l'appelle Maulana, notre maître. Oui. Donc, en Occident, on l'appelle Rumi. Sinon, il y a les grands poètes persans Hafez, que j'ai lu beaucoup, qui m'inspirent encore aujourd'hui. Il y a un grand poète contemporain qui n'est plus de ce monde, qui est un poète persan aussi, qui s'appelle Sohrab Sebehri, et qui m'a beaucoup inspiré. Et sinon, en inspiration de ces temps actuels, vraiment les phares dans ma vie sont Jean Klein et Éric Paré. Et dans leur écrit, dans leur partage, Jean Klein qui n'est plus de ce monde, mais comme s'il était encore là, tout simplement, et Éric Paré qui représente si magnifiquement cette tradition qui a été amenée par Jean Klein en Europe. Donc, ce sont pour moi vraiment des grandes phares de ma vie qui sont inspirants. Et oui, donc vraiment la poésie, et au-delà des personnes connues, de la poésie connue, simplement, je dois dire qu'il y a des personnes sans nom, qui sont pas connues, qui peuvent être inspirantes. Il y a des histoires dont je me rappelle, par exemple, dans mon enfance, il y avait une dame âgée qui venait chaque semaine chez nous dans la maison pour nettoyer l'herbe qu'on mange en Iran, par exemple.
tous les jours, on mange de l'herbe qui accompagne les repas. Elle nettoyait l'herbe, elle était assise dans un coin, elle racontait des histoires, elle avait des dents en or. Elle était incroyable et vraiment les visages marqués par tellement d'histoires. Et elle était tellement gentille. C'est ça qui me touche beaucoup. Les gens qui m'inspirent sont, si on veut, des gens qui ont traversé tous les aléas de la vie. On les voit dans leur visage, on voit les marques magnifiques sur leur visage et leurs yeux rayonnent l'amour. Malgré tout ce qu'ils ont traversé, ou peut-être grâce à tout ce qu'ils ont traversé. Et voilà, il y a des personnes comme ça où quand je rentrais de l'école, il y avait un monsieur très âgé au bout de ma rue qui vendait des chewing-gums sur un carton. Ah oui. Et à chaque fois que j'ai passé, il me demandait comment j'allais, comment allait mon père, comment allait ma mère, de les saluer. Et parfois, il m'offrait un chewing-gum, alors qu'il avait vraiment rien. Wow. Il était là avec ses quelques chewing-gums sur son carton. Donc, ces gens des souvenirs, pour moi, c'est des personnes peut-être sans nom, inconnues, mais qui sont incroyablement inspirantes. Oui. Ça peut être quelqu'un qu'on croise dans la rue, une personne avec un sourire incroyable ou des marques incroyables dans le visage qui peuvent toucher au cœur directement. Voilà, donc c'est ça qui m'inspire. Oui. Et je sais pas si ça a sa place ici. Pour parler d'inspiration, je pourrais peut-être citer un poème persan. Avec joie. Qui m'inspire beaucoup depuis longtemps. Oui, c'est parfait. Ah, bah super. Donc, ça serait un poème de Sohrab Sepehri. Donc, c'est un poète contemporain qui est décédé. Et les poèmes s'appellent Les battements de l'ombre de l'ami. Donc, longue était la route jusqu'à cette forme vague qui annonçait le village. Nos yeux débordaient des impressions de la lune vivante indigène. La nuit s'est glissée dans nos manches. Nous traversions un étang desséché, nos oreilles pleines de la parole verte des prairies, nos sacs débordant des échos des villes lointaines. La rugueuse logique de la terre s'écoulait sous nos pas. Sous nos dents, le goût de la délivrance. Nos sandales, aussi légères que l'aile de la prophétie, nous faisaient décoller à la moindre brise. Nos cannes portaient le printemps éternel. Chacun de nous portait son ciel dans chaque méandre de sa pensée. Chaque geste de nos mains murmurait à la moindre vibration d'une aile enchantée par l'aube. De nos poches sortaient les pépiments des matins de notre enfance. Nous étions un groupe d'amants et notre chemin côtoyant les villages familiers du dépouillement s'étendait jusqu'à la pureté infinie. Sur une source, nos têtes se penchèrent naturellement. La nuit s'est vaporisée sur nos visages et la voix de l'ami arrivait à l'oreille de l'ami. Merci, voilà. Myriana. Oui, c'est magnifique. Ça me fait vraiment penser en fait que voilà, on est en chemin tout le temps. Enfin, c'est un poème du chemin, je dirais, du chemin intérieur, du chemin extérieur. Mais quand tu parles d'accueillir ce qui est là dans la poésie, on accueille aussi avec les mots ce qui se passe. Tout à fait. Et surtout, il y a des poètes qui ont cette capacité de pointer vers et de nous emporter avec eux. Oui, et d'ailleurs, je voudrais préciser quand même que, parce que je trouve que ça va vraiment bien ensemble,
Tu fais aussi des photos magnifiques qui me servent moi pour illustrer tes publications et je t'en remercie. Et c'est vraiment, oui, mais c'est à travers la photo, c'est aussi ça que tu essayes de capter. J'ai l'impression j'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est ces instants où on tend vers quelque chose. Et c'est un autre moyen d'expression pour aller vers le soi, vers l'intérieur, vers cette frontière entre le perceptible et l'imperceptible. Voilà, c'est merci. Et je mettrai aussi de toute façon, je mettrai ton Instagram dans la description de YouTube. Je le dis pour les auditeurs. Ah bah c'est gentil. Voilà. En tout cas, merci pour ton regard. Oui, mais il me parle. C'est ton regard parle à mon regard ou nos regards vraiment vont dans la même direction. J'aime beaucoup. Et ça me fait passer tout de suite à la question suivante finalement, parce que qu'est-ce qui te tient le plus à cœur? Oui, alors là spontanément. Ce qui me tient le plus à cœur, est-ce que c'est au niveau personnel ou d'une manière au-delà du personnel? Au-delà du personnel et du personnel, tu réponds vraiment comme tu as envie de répondre. C'est où que ton cœur y chante en fait. Oui, alors ce qui m'anime vraiment, c'est ce qui me tient le plus au cœur, c'est le cœur. C'est le cœur. c'est vraiment ça. C'est le cœur, les centres, si on veut, vraiment de célébrer les pressentiments, les célébrer cet appel qui est là, cette immensité qui nous dépasse, et d'être orienté tout simplement. Voilà, si je peux le dire comme ça, ce qui me tient le plus au cœur, c'est d'être orienté vers le cœur. Oui, vers l'immensité du cœur. L'immensité, tout à fait. Très, très et après, personnellement, si on veut dire, bien sûr, ce qui me tient à cœur, c'est mon fils. Et il est encore jeune, il a 16 ans, mais qu'il puisse garder son authenticité, garder sa droiture qui se manifeste de plus en plus à travers tout ce qu'il va encore vivre dans la vie, qui reste totalement et naturellement lui-même. Voilà. Merci. Qui ne se décale pas de lui-même. Ça me tient à cœur, voilà. Oui, alors c'est sûr que quand on parle de boussole, on a vraiment l'endroit aussi pour tenir sa ligne. On a de quoi nous aider pour tenir, à garder le cap. Tout à fait. En fait, cette boussole, si on veut, c'est une aide extérieure, mais qui en même temps nous fait voir quelque chose, nous fait pressentir, si on veut, quelque chose qui est déjà là. Et si on reste avec ça, on ne peut pas se décaler en réalité. C'est ça. On est bien d'accord. Oui. Bon, merci Myriana. Et bien finalement, la dernière question qui est: quels sont tes projets pour l'année en cours? Donc on aborde la fin de 2024 et puis 2025, donc peut-être plus 2025. Enfin, dis-moi où tu en es dans tes activités. Alors, mes activités, tu sais, j'ai eu une époque où j'avais beaucoup de projets, où j'ai projeté des projets et avec une ambition d'y arriver. Et je le faisais vraiment. Par exemple, je voulais absolument travailler dans des bureaux d'architecture à Paris. Alors, j'ai pris mon book, je suis allée à Paris, je cherchais du travail, je trouvais. En fait, tout ce que j'ai voulu faire, je l'ai fait quelque part, par le volontarisme, si on veut. Et en même temps, je me suis beaucoup heurtée contre des murs
Et je me suis rendu compte que vouloir aller vers quelque chose ne m'apportait pas spécialement une satisfaction, mais vraiment directement par différentes expériences de la vie. Et en fait, si je peux parler des projets, voilà, je sais pas comment dire, si je projette quelque chose dans l'avenir, simplement continuer ce que je fais tranquillement, comme cela se présente au mieux possible. Et voilà, si je peux parler de rêve, peut-être qu'un jour je peux créer un lieu où tout ça a sa place, où la poésie aussi a sa place, où la pratique a sa place, les partages, etc. Donc ça peut être peut-être un rêve, une envie, un élan. Et si ça se présente, ça serait vraiment très sympa. Et voilà, c'est vraiment être au mieux possible, vraiment au mieux possible dans l'accueil de ce qui est sans résister. Je pense que c'est ça qui permet de vraiment aller les meilleurs chemins, ne pas résister à ce qui se présente, faire au mieux possible, dire oui en fait. Savoir dire oui à chaque instant, tout simplement, et faire au mieux possible avec ça. Si on peut appeler ça projet, je sais pas. Ah oui, c'est un beau projet. Pour moi, c'est un grand, si on peut dire entre guillemets projet, c'est vraiment ça. Oui. Qui résonne pour moi, si tu veux. Oui, c'est vraiment ta ligne directrice en fait. Tout à fait. Ça n'empêche pas que j'aime ce que je fais, que je continue à faire ce que je fais. Si ça se développe, tant mieux, encore plus. Si ça peut résonner avec des personnes, tant mieux. Et c'est vraiment le bonheur, ce travail. Voilà. Mais j'ai dit, si la vie le veut bien. Oui, j'entends bien. Disons que c'est la vie qui guide les choses et pas les choses qui guident la vie. Tout à fait, c'est bien, voilà. Tu l'exprimes magnifiquement. Voilà, ça sera le mot de la fin pour ce premier podcast. Et merci aux éditeurs de nous avoir écoutés. Et bien sûr, merci Myriana. À toi. Oui, mais merci à toi aussi d'avoir partagé si sincèrement qui tu es et ce que tu as envie d'offrir au monde. Merci pour cette possibilité et merci pour cet espace. Oui, alors à très très bientôt pour notre second podcast. Au revoir Myriana. Avec grande joie. Moi aussi, grande joie. Au revoir. Au revoir.